J'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez plutôt chevalier ou mercenaire? Quelque chose me dit que vous choisirez plutôt la première option. C'est vrai que dans notre famille politique, on admire beaucoup les chevaliers, comme Godefroy de Bouillon ou encore Henri de la Roche-Jacquelin, comme en témoigne le succès du dernier film du Puy du Fou, Vaincre ou mourir. La loyauté indestructible envers le chef, l'armure étincelante, la mort plutôt que le déshonneur, ça nous parle. Et c'est positif. Mais je pense que pour la France 2023, ça ne suffira pas. Face aux barbares et à leurs complices, la chevalerie n'a pas de très beaux jours devant elle. Et si, plutôt que de vouloir devenir chevalier, il ne fallait pas plutôt devenir un mercenaire de la politique? Pas un mercenaire qui se bat pour de l'argent, mais un mercenaire qui se bat pour une idée et aussi pour lui-même. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est justement de partir avec moi pour trouver un exemple de mercenaire politique. Un personnage historique célèbre qui va nous montrer comment sauver son pays, même quand celui-ci refuse de nous écouter. Mais qui est ce personnage? C'est justement ce qu'on va voir. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de quitter la France et de partir à la découverte d'autres horizons. Mais avant de vous dire où je suis, laissez-moi vous partager une question qui m'obsède. Comment gagner le pouvoir? Comment reprendre le contrôle de l'avenir? J'en suis persuadée, la réponse ne se résume pas à une idéologie ou à un parti. Cela peut compter, mais avant tout, il faut adopter la bonne mentalité. Il faut penser comme un reconquérant. Comme je l'ai déjà dit sur ma chaîne YouTube ou dans mes articles, les patriotes sont en perte de repères. Depuis la réélection de Macron, nous sommes dans le brouillard. Bref, notre mentalité est complètement désorientée. Et la solution, on ne va pas la trouver chez Netflix ou encore moins chez l'Éducation nationale. Non, il va falloir chercher par nous-mêmes des figures historiques qui avaient justement cette mentalité de reconquérant. Et justement, je pense que le reconquérant d'aujourd'hui est bien plus un mercenaire idéaliste qu'un chevalier. En venant ici, c'est justement le but que je me suis donné et que j'ai réussi à atteindre. Trouver une figure héroïque qui peut nous inspirer dans notre combat plus de 5 siècles après la Reconquista. Alors quoi de mieux que d'aller justement là où la Reconquista a pris fin? Bienvenue à Granada, en plein cœur de l'Andalousie. Comme tout identitaire qui se respecte, j'associe immédiatement l'Espagne à une chose. L'Espagne, c'est la mère patrie de la Reconquête. Au terme de mon périple, je peux le dire, j'ai trouvé le héros de référence qui nous servira de modèle. Ce mercenaire est un reconquérant d'un genre particulier. Il se bat pour la patrie en même temps qu'il se bat pour lui-même. Cette figure exceptionnelle de la Reconquista n'est même plus enseignée dans les programmes repentants de l'Éducation nationale, alors qu'il incarne exactement ce dont nous manquons aujourd'hui. Sans ce genre de modèle, on se condamne à tourner en rond et à subir une situation qui empire tous les jours. Si comme moi, vous refusez de supporter 50 années supplémentaires de spectacles drag queen pour les enfants ou de supporter encore 50 années de Lola ou d'Axel Dorier, il est urgent de penser différemment. Alors, de qui s'agit-il? Avant de vous le dévoiler, il faut planter le contexte. Après 8 siècles d'occupation et de combat, la prise de Grenade par les rois catholiques en 1492 marque l'aboutissement de la Reconquista. Le peuple espagnol parvient à expulser l'envahisseur musulman de son territoire, reprend sa liberté et, ce qu'on ne rappelle pas assez souvent, entame un nouvel âge d'or. Aujourd'hui, Granada est une ville du sud-est de l'Andalousie qui compte 230 000 habitants, soit la population de l'île Intramuros. Grenade est surtout connue pour son très riche patrimoine historique, hérité de la conquête arabo-musulmane de l'Espagne et de sa reprise par les Européens. C'est l'environnement parfait pour découvrir la figure héroïque dont je vous parlais au début. La première étape de mon périple, je vais la consacrer à explorer Grenade pour essayer de m'imprégner de l'histoire épique de la Reconquête et réveiller la reconquérante qui sommeille en moi. Dans cette vidéo, je ne rentrerai pas dans les détails de l'histoire de la Reconquista. C'est un sujet passionnant mais qui prendrait beaucoup trop de temps. Donc si vous avez besoin de réviser, je vous conseille l'excellent petit livre de Philippe Conrad à ce sujet, Histoire de la Reconquista, qui est très bien informé et très pédagogique.
Je me trouve actuellement à la Alhambra, qui est un ensemble gigantesque de palais et de jardins commandé par le premier émir de la dynastie nasride, Mohamed Ier, en 1238. La dynastie nasride fut la dernière dynastie arabo-musulmane présente en Espagne. Et cet endroit, il est vraiment symbolique et emblématique de cette occupation musulmane. Et ce pour deux raisons. La première, c'est que cet ensemble de palais gigantesques avec jardins était donc le lieu de résidence des émirs musulmans, mais également parce que c'était une forteresse militaire construite justement pour être imprenable avec une vue sur Grenade et ses environs en cas d'attaque. Alors Charles Quint, qui était le petit-fils des rois catholiques qui ont achevé la Reconquista, a décidé de construire un palais pour asseoir la légitimité du pouvoir catholique espagnol et surtout clôturer ces 8 siècles d'occupation musulmane. Je me trouve donc actuellement au cœur des palais nasrides qui ont été construits par et pour les émirs musulmans de la dynastie du même nom. Et c'est donc ici qu'étaient prises les décisions politiques majeures du royaume de Grenade par donc les occupants musulmans. Nous sommes toujours à la Alhambra et notamment dans les jardins du Partal qui étaient les lieux de vie de la noblesse musulmane. Comme vous pouvez le voir autour de moi, il y a une certaine beauté et un certain raffinement à ces lieux. Mais il ne faut pas oublier deux choses. La première, c'est que cette beauté elle a été permise en partie par le travail des esclaves espagnols chrétiens qui les ont construits. Et la deuxième chose, c'est que c'est l'arbre qui cache la forêt et il ne faudrait pas faire d'une occupation militaire violente un paradis multiculturel fantasmé. En effet, Al-Andalus est un outil de propagande utilisé en permanence par nos ennemis pour faire la promotion, les mérites de la société multiculturelle et du vivre ensemble. La réalité, c'est que la vie était souvent un enfer pour les communautés qui étaient soumises par les musulmans. Comme le montre l'historien Dario Fernández Morero, le destin des femmes sous Al-Andalus était à peu près le même qu'aujourd'hui dans les cités, c'est-à-dire excision, voile ou esclavage sexuel. D'ailleurs, si vous regardez les portraits des dirigeants omeyyades de l'époque, beaucoup ont des traits européens. C'est normal, puisque leur mère était une concubine, c'est-à-dire une esclave sexuelle d'origine européenne. Le fonctionnement des arabo-musulmans d'Al-Andalus n'est pas non plus très différent de celui de l'État islamique, connu pour détruire tous les monuments religieux non islamiques. En Espagne, ce n'est pas un hasard qu'il n'existe plus aucune église antérieure à la Reconquista. 48. C'est le nombre de chrétiens décapités par les autorités musulmanes entre 850 et 859 pour avoir confessé publiquement leur foi chrétienne, ce que la charia interdit depuis l'occupation musulmane. L'Église ferait bien de s'en rappeler. Si vous voulez en savoir plus, lisez Al-Andalus, l'imposture du mythe du paradis multiculturel du même Philippe Conrad que j'ai cité précédemment et qui est une très bonne arme pour répondre aux mensonges sur cette période. Vous verrez très vite que toutes les fables autour du métissage et de la rencontre des cultures s'effondrent. Et si vous voulez vraiment approfondir et devenir imbattable sur cette question, vous pouvez lire d'autres ouvrages de spécialistes qui démontrent précisément ce mensonge historique. Al-Andalus, l'invention d'un mythe, la réalité historique de l'Espagne des trois cultures de Serafín Fanjul et Chrétiens, juifs et musulmans dans Al-Andalus, mythe et réalité de Dario Fernández Morero. On nous vend le paradis multiculturel d'Al-Andalus. Pourtant, les Espagnols ont cherché à se soulever. Et ils n'ont jamais accepté l'occupation musulmane, même après 8 siècles. Et ils ont fini par triompher. Ce qui nous montre une chose, ce ne sont pas nos adversaires qui sont forts, c'est nous qui avons fait le choix de la faiblesse. Mais quand la contre-attaque aura lieu, ils n'auront absolument aucune chance. Mais pas de reconquête sans reconquérant. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons besoin de héros. Des héros comme ceux qui ont fait la Reconquista. L'un d'entre eux est particulièrement connu. Indice, c'est le personnage principal d'une pièce de Corneille. Mais je vous dirai plus tard pourquoi je pense que c'est un personnage particulièrement inspirant. L'Alcazaba, c'est la citadelle primitive qui hébergeait les hommes de guerre édifiée sur le fronton ouest de la colline de la Alhambra. Elle bénéficie d'une hauteur stratégique imparable. Du haut de la plus haute tour, on peut observer toute la plaine de Grenade, la Vega Granadina. Son architecture est destinée à la protection de forteresses en temps de siège. Et durant la Reconquista au XVe siècle, les princes nazaris observaient du haut de la tour les mouvements de troupes militaires qui pouvaient avoir lieu dans la plaine de Grenade.
Cette enceinte militaire a donc été conçue spécialement pour rendre ce lieu imprenable, ce qui n'a pas empêché les rois catholiques de reprendre Grenade et aussi cette plaine par la suite. Je vous ai montré avant des traces encore présentes aujourd'hui de l'occupation islamique avec la Alhambra et je me trouve actuellement à l'université de Grenade. À ce lieu précis se tenait une madrasa pendant l'occupation musulmane donc, c'est-à-dire une école coranique créée en 1349 par Youssouf Ier. Toutefois, c'est en 1499 que cette école coranique majeure a été détruite par le cardinal Francisco Jiménez de Cisneros qui souhaitait éradiquer toute présence de cette influence islamique passée. Sur ces ruines a donc été construite l'université de Grenade qui existe toujours actuellement et qui comporte une partie musée, je vais vous montrer à l'intérieur. Si un jour vous venez visiter Grenade, vous trouverez de multiples représentations de ce roi et de son épouse, qui sont le roi Fernando et Isabelle la catholique, qui sont un couple d'Européens emblématiques puisqu'ils ont marqué l'histoire en achevant ensemble la Reconquista, et je vous en parlerai encore plus tard dans cette vidéo. Le monastère de San Jerónimo derrière moi est un des monuments emblématiques de la reprise de Grenade des mains des musulmans par les rois catholiques. En effet, cet ensemble monastique a été construit sur une ancienne propriété qui avait appartenu au dernier souverain musulman de Grenade, Mohamed VII. On a vu les palais nasrides tout à l'heure et moi je vous ai dit j'ai trouvé ça très beau, mais honnêtement là je suis vraiment scotchée et je vois pas ce qu'on a à leur envier en fait, regardez avec moi. Derrière moi se trouve la cathédrale de Grenade et une chapelle attenante à celle-ci. La cathédrale est également emblématique de la Reconquista pour deux raisons. La première, c'est qu'elle abritait à l'origine la sépulture des rois catholiques qui aujourd'hui a été déplacée et se visite dans un lieu à côté. Et la deuxième raison, c'est que ce monument, il est emblématique de l'âge d'or espagnol. L'âge d'or espagnol, c'est la période où l'Espagne a été à l'apogée de sa puissance et de sa gloire. Et cette période, elle a commencé exactement l'année où la Reconquista s'est achevée. Ce qui est un élément intéressant pour nous, puisque nous avons tendance à nous focaliser sur les éléments de notre déclin dans la situation qui est la nôtre. Mais rien ne nous dit qu'un basculement ne pourrait pas s'effectuer le jour où la remigration serait achevée et que l'Europe connaisse une période encore plus grandiose et glorieuse que toutes celles qu'elle a déjà vécues. Et c'est d'ailleurs une idée qui revient assez dans la littérature européenne en général. Shakespeare disait qu'il n'y a pas de nuit qui ne finisse par voir le jour, et Hölderlin disait que c'est avant l'aurore que la nuit est la plus sombre.
regarder avec moi ce que je viens de découvrir et que je ne m'attendais pas à voir dans la cathédrale de Grenade. Une représentation de Saint Jacques Matamore, donc l'apôtre Saint Jacques, mais représenté en chevalier médiéval espagnol. En fait, c'est une figure tutélaire que les Espagnols priaient pendant la bataille et qui était censée leur apporter la gloire, apparaître sur son cheval et Matamore, tueur de mort, donc leur apporter la victoire contre les Sarrasins. Nous sommes actuellement à la Casa de los Tiros, une maison Renaissance en plein cœur du centre historique de Grenade. Cette maison, aujourd'hui transformée en musée, possède une singularité. Une pièce au plafond boisé où sont peintes et sculptées des figures emblématiques de la Reconquista. Et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour vous introduire une de ces figures. Héros emblématique de l'histoire de l'Espagne, il est entré dans la légende comme un combattant d'exception, qui n'a jamais connu la défaite sur un champ de bataille. Le Cid, de son vrai nom Rodrigo Díaz de Vivar, est né en 1043 et meurt en 1099. Il entre au service du roi Sancho II de Castilla y León comme chevalier. À l'époque, les Espagnols sont fragmentés en plusieurs royaumes, alors que la plus grande partie de l'Espagne est encore sous contrôle musulman. Il affronte les musulmans, mais aussi les troupes du roi Alfonso, le frère du roi Sancho. Ses exploits lui valent le surnom de Campeador, c'est-à-dire le vainqueur. Malheureusement pour le Cid, le roi Sancho est assassiné en 1074 et c'est son frère, que le Cid a combattu pendant des années, qui reprend son trône. Finalement, il est forcé à l'exil en 1081. Donc, il entre au service de différents souverains comme mercenaire où ses talents de chevalier sont vite reconnus. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il gagne le surnom de El Cid, c'est-à-dire le Seigneur. En 1086, le roi Alfonso décide de réparer son erreur et rappelle Rodrigo à la cour, ce qu'il accepte. En 1094, le Cid parvient à reprendre la ville de Valence, dont il reste le seigneur jusqu'à sa mort en 1099. Certains critiquent le Cid, lui reprochant de ne pas avoir toujours combattu pour les rois catholiques. Dans tous les cas, il a fait face aux troupes musulmanes et a réussi à reconquérir pas moins de 10 régions, qui lui versent d'ailleurs un tribut. Et surtout, c'est tout à fait secondaire. Ce qui fait du Cid un modèle, c'est sa valeur héroïque et son talent. Invaincu sur le champ de bataille, il ne cesse jamais de combattre, même lorsqu'il est exilé de son vrai royaume. Exclu par le roi Alfonso, ses exploits seront tellement terrifiants pour le nouveau souverain qu'il sera forcé de rappeler Rodrigo à son service. Préférant l'aventure et le combat à l'humiliation et la routine, il finit sa vie comme seigneur d'une ville qu'il a conquise par ses propres moyens. Et pour littéralement couronner le tout, il est avec son épouse Chimène, qui est l'ancêtre des rois de Navarre et notamment de Henri IV. Difficile de penser à une destinée plus glorieuse que celle-ci. Et surtout, le Cid incarne une synthèse originale, celle du mercenaire et de l'idéaliste. En apparence, Rodrigo s'est battu pour les souverains qui pouvaient acheter sa loyauté. Mais lorsqu'on fait le bilan de son existence, les choses sont claires. Rodrigo s'est à la fois battu pour lui-même et pour son pays. Plutôt que d'obéir à un roi tyrannique, il a préféré continuer de combattre pour gagner en puissance. Et lorsque le roi rappelle Rodrigo, il accepte mais ne se soumet pas. Il utilise au contraire cette opportunité pour se créer son propre royaume et de facto rentrer dans la légende et vaincre les ennemis de l'Espagne, sa patrie. C'est en cela qu'il est un mercenaire politique. Il ne se bat pas pour l'argent, mais pour sa propre vision du monde. Et difficile de ne pas s'identifier à ce personnage. Nous, les patriotes et identitaires, nous aimons profondément notre pays. Et tout ce que nous souhaitons, c'est de voir la France à la hauteur de son destin. Et pourtant, nous sommes insultés, marginalisés, quasiment exilés à l'intérieur de notre propre pays par un gouvernement qui préfère se coucher devant une gauche qui veut frénétiquement tout détruire et un danger islamiste qui ne demande qu'à nous réduire à la soumission. Comme Rodrigo, nous devons apprendre à faire la distinction entre notre pays et ceux qui disent le représenter. Il faut savoir différencier la patrie de l'État. À une époque normale, on n'aurait pas à faire la différence entre les deux.
Mais il faut l'admettre, l'État français aujourd'hui déteste la France. Il passe son temps à ouvrir nos frontières, à créer des lois pour asservir les Français de souche et à laisser les criminels tout casser, à écraser les mouvements patriotes et à saigner l'économie pour financer l'immigration. Et donc, nous autres patriotes, nous devons nous émanciper de cet État qui déteste la France, justement parce que nous voulons sauver ce pays. C'est en cela que nous devons nous penser comme mercenaires politiques. Notre seule loyauté, elle est envers nos idées, qu'importe les représentants officiels. Le CID n'est pas seulement un modèle pour tous les patriotes, c'est aussi un modèle pour tous les hommes européens. Nous devons apprendre à vivre, non pas pour un État qui nous déteste, mais pour notre patrie, notre peuple et aussi pour nous-mêmes. On parle souvent de virilité à coups de fonte, de protéines et de drague. C'est très bien, mais il ne faut pas oublier que la vraie virilité, c'est surtout le courage, la détermination et le goût de l'aventure. Le CID, c'est aussi un modèle masculin qui mériterait d'être remis à l'honneur plutôt que de se coltiner les hommes déconstruits de brutes qui sont plutôt des hommes détruits. Quand on veut progresser, il faut se trouver un mentor, un modèle. On cherche à atteindre l'excellence d'une personne qui nous sert de référence. C'est une façon de s'évaluer, mais aussi une façon de se motiver pour se dépasser. En bref, tant que les hommes de l'Ouest auront pour modèle leurs ancêtres héroïques, il restera de l'espoir pour mener la reconquête. C'est d'ailleurs ce que raconte le Cid dans sa célèbre tirade extraite de la pièce de Corneille. « Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. » Durant ces 5 jours passés à Grenade, j'ai cherché à m'imprégner de l'atmosphère pour essayer de comprendre ce qu'ont pu ressentir les hommes qui ont été jusqu'à donner leur vie pour la reconquête. Non seulement le courage des reconquérants est une source d'inspiration inépuisable, mais leur lutte permet de prendre du recul sur la nôtre. Bien entendu, je ne prétends pas me mettre à égalité avec ces héros. Toutefois, j'espère que ce voyage a été pour vous, comme il l'a été pour moi, un nouveau regain de motivation. Qui, en 721, aurait pu imaginer que l'Espagne serait pleinement restaurée et libérée d'un envahisseur qui semblait invincible. Cela a pris du temps, mais la reconquête a été menée. Vous le savez, la victoire n'est pas pour demain après-midi, mais que chacun d'entre vous conserve la foi. Notre jour viendra. En ce qui me concerne, je suis très heureuse de ce périple en Espagne et de ma rencontre avec des militants patriotes espagnols. Tout cela m'a vraiment requinqué pour la suite. D'ailleurs, je ne compte pas m'arrêter là et bien effectuer d'autres voyages. Mais sachez que si vous aimez ce type de reportage, ils ont un coût. Celui-ci est de 5 500 €. Si vous souhaitez continuer à voir ce type de contenu sur ma chaîne, aidez-moi à les produire en allant me faire un don sur mon site internet, le lien est dans la description. Et puis surtout, je suis ouverte aux suggestions. Si vous avez des idées d'autres pays européens que je pourrais visiter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je les lis tous. Et en ce qui me concerne, je me prépare à rentrer en France et on se retrouve très bientôt. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient de courage. J'en cache les 2/3, aussitôt qu'arrivés, dans le fond des vaisseaux qui lors fut retrouvé. Le reste, dont le nombre augmentait à toute heure, brûlant d'impatience autour de moi demeure, se couche contre terre, et sans faire aucun bruit, passe une bonne part d'une si belle nuit. Par mon commandement, la garde en fait de même, et se tenant caché, aide à mon stratagème, et je feins hardiment d'avoir reçu de vous l'ordre qu'on me voit suivre et que je donne à tout. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, enfin, avec le flux, nous fait voir 30 voiles. L'onde s'enfle dessous, et d'un commun effort, les morts et la mer montent jusqu'au port. On les laisse passer, tout leur paraît tranquille, point de soldats au port, point au mur de la ville. Notre profond silence, abusant leur esprit, ils n'osent plus douter de nous avoir surpris. Ils abordent sans peur, ils ancrent, ils descendent et courent se livrer aux mains qui les attendent. Nous nous levons alors, et tous en même temps, poussons jusqu'au ciel, mille cris éclatants. Les nôtres, à ces cris de nos vaisseaux répondent. Ils paraissent armés, les morts se confondent. L'épouvante les prend à demi descendus. Avant que de combattre, ils s'estiment perdus. Ils couraient au pillage et rencontrent la guerre. Nous les pressons sur l'eau, nous les pressons sur terre, et nous faisons courir des ruisseaux de leur sang
avant qu'aucun résiste ou reprenne son rang. Mais bientôt, malgré nous, leur prince les rallie, leur courage renaît et leur terreur s'oublie. La honte de mourir sans avoir combattu arrête leur désordre et leur rend leur vertu. Contre nous de pied ferme, ils tirent leurs alfanges, de notre sang au leur font d'horribles mélanges. Et la terre, et le fleuve, et leur flotte et le port sont des champs de carnage où triomphe la mort. Oh combien d'actions, combien d'exploits célèbres sont demeurés sans gloire au milieu des ténèbres, où chacun, seul témoin des grands coups qu'il donnait, ne pouvait discerner où le sort inclinait.